Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce soir pour du coup un nouveau topo sur un modèle que vous avez peut-être déjà vu, qu'on vous a proposé l'année dernière, hein, Focus, non pas une présentation plus longue d'1 heure, mais juste un petit temps d'échange d'une trentaine de minutes sur le sujet suivant: comment rédiger une note d'intention pour un appel à projet. Et pour ce soir, du coup, nous avons la chance, vous l'avez peut-être déjà vu également, d'accueillir Mathilde Jouan. Bonjour Mathilde. Bonsoir, merci de m'accueillir sur ce webinaire. Et merci encore pour le travail que nous faisons. Alors, pour commencer, déjà une première image, histoire un petit peu d'introduire le sujet. La première question qu'on pourrait se poser, c'est: qu'est-ce qu'une note d'intention? Cette image-là, de ces 3 portes qui vous sont présentées, c'est un petit peu l'objectif est de présenter au final le but d'une note d'intention. La note d'intention peut être justement cette porte qui, à la lecture de votre dossier, à la lecture de ce texte, va s'ouvrir ou se fermer et donc vous donner un petit peu accès à des résidences, à d'autres appels à candidature. Oui, en fait, une note d'intention, c'est vraiment écrire un projet. C'est penser aussi son projet, donc c'est, ouvrir des portes, sur, une perspective pour votre, propre travail. Voilà. Un premier point sur pourquoi une note d'intention. Donc, on vous en demande dans la quasi-totalité de vos appels à candidature. La note d'intention va vraiment être un cadre que vous allez poser et qui va permettre donc en effet de donner une orientation au projet, de présenter votre processus de création, aussi de définir le contexte. Alors le contexte qui est lié, on va le voir, à la structure qui va vous accueillir, à la structure qui va vous financer, mais également le contexte qui va être lié à votre processus de création dans sa globalité, à votre démarche artistique. Alors, en effet, dans quel contexte on rédige une note d'intention? C'est plutôt, de l'ordre d'un appel à candidature, d'une aide, à la création, d'une résidence ou de bourse. Et pour ça, il faut être concentré sur les objectifs de votre projet qui émergent de votre propre, pratique artistique. Donc on rédige une note d'intention pour, donner un sens aussi, à son travail et une perspective, comme dit Pierrick, ouais. Ça va être très important aussi. Alors, ça vient au moment ça vient au moment où vous pensez votre note d'intention, bien évidemment, mais même dans la recherche de vos appels, dans la recherche de tous ces projets-là, il faut obligatoirement qu'il y ait un lien plus ou moins proche avec votre démarche artistique. Ça va être quelque chose d'extrêmement important avec les thématiques qu'il y a dans vos démarches. Et c'est tout cela aussi qu'il va falloir faire ressortir dans la rédaction de ce texte. Un petit point sur ce que la note d'intention n'est pas. Ça nous arrive, je pense, Mathilde aussi, hein, de lire souvent des propositions de notes d'intention qui vont être un petit peu poétiques, où il va y avoir soit de la reprise de poésie, de textes poétiques, de citations d'autres personnes. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Je sais que Mathilde, là-dessus, sur l'exercice qu'il faut proposer, tout ce qui va être trop littéraire, trop poétique, c'est pas du tout quelque chose que tu recommandes, par exemple. Non, en effet, il faut pas du tout, faire des envolées lyriques, parce qu'on est dans une note presque technique, en fait, sur, un projet que vous avez envie de défendre. Et puis, dans un contexte de projet et pas de démarche globale. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence entre votre démarche artistique, globale et une note d'intention parce que, là, vous faites une réponse à un appel à projet et dans ce cadre-là, il faut bien définir les enjeux. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le cadre dans lequel c'est proposé
Et dans ce cadre-là, en fait, il faut que vous arriviez à maintenir un projet qui émane de votre travail, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air sorti du chapeau, mais néanmoins, qui soit complètement dans les lignes aussi de votre travail global. Et du coup, dans ce cadre-là, le premier travail préparatoire que l'on vous propose ce soir, c'est de vous poser la question de qui vous accueille, qui va émettre cet appel à candidature. Les questions que vous voyez là, vous pouvez quasiment les prendre comme un canevas, les prendre comme un exercice. Vous lisez un appel à candidature, voici les questions auxquelles vous devez répondre. Donc, vas-y Mathilde. Oui, tout à fait, et notamment, il faut vous poser la question de savoir si votre travail entre en jeu. C'est-à-dire que s'il demande que des diplômés d'école d'art et si vous ne l'êtes pas, il ne faut pas y aller quand même. C'est-à-dire que néanmoins, j'ai envie de dire, un dossier qui tourne, c'est un dossier qui vit. Donc, parfois, lorsque vous ne remplissez pas tous les critères, mais qu'il y a moyen quand même que vous puissiez défendre quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le faire quand même. Parce que, encore une fois, un dossier qui tourne, c'est un dossier qui vit et ça permet à des jurys de voir votre travail. Faire tourner son dossier est une très bonne manière de diffuser, en fait, votre travail et de diffuser auprès des pros. Parce que très souvent, dans des jurys, il y a quand même des professionnels de l'art contemporain et ça leur permet de repérer des talents. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à le faire, même quand vous ne remplissez pas tous les champs. Et donc là-dessus, justement, en plus de ce que vient de dire Mathilde, vraiment sur ce canevas, tout un tas de questions que vous pouvez vous poser. Qui a l'initiative de l'appel? Est-ce une structure publique, une structure privée? Est-ce que c'est une association? Qui va financer l'appel? Parfois, ça va être une association, mais cette association va arriver à fournir une résidence grâce au financement de la DRAC. Et donc là, le cadre de cette résidence-là va devoir correspondre aux attentes politiques, notamment des différentes directions régionales d'art contemporain. Donc, Oui. dans la réponse pour la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, c'est un peu mieux. Donc, du coup, dans la réponse que vous faites dans la note d'intention, il y a un certain nombre de mots qui vont devoir apparaître. En ce moment, on le verra dans un dans un exemple que je vous propose après, tous les mots de territoire, co-construction, la notion des publics, c'est quelque chose qu'il va falloir faire apparaître dans votre réponse. Vous ne pouvez pas le nier si c'est un financement via la DRAC. Complètement. Ensuite, quels sont les... pardon, vas-y Mathilde. Oui, en fait, je suis complètement d'accord parce que c'est dans un contexte de projet, encore une fois, et pas de démarche globale, mais c'est à la fois un langage technique et contextualisé. Donc, il faut prendre en compte le contexte de la résidence ou de l'appel à projet pour pouvoir répondre au mieux en fait aux enjeux qui sont demandés dans l'appel à projet. Pareil sur la question des objectifs. Lorsqu'on va lire un appel à candidature, on va faire cet exemple concret juste après, parfois, on va voir soit sur l'appel, soit sur le site du porteur du projet, quels sont leurs objectifs. Alors, les objectifs généraux sur l'ensemble de leurs activités, mais aussi des objectifs extrêmement précis sur les appels à candidature. Alors, oui, vas-y. je vois justement une question sur les mots obligatoires, mais comment les connaître? En fait, il s'agit simplement de les prendre dans l'appel à projet, les mots forts, les thématiques qui ressortent, tout ce qui est de l'ordre de la contextualisation. Il faut les extraire pour pouvoir les réintroduire dans votre note d'intention, parce que c'est ça qui va faire aussi la force de votre projet. Et tout ça, en fait, vous allez, en fait, par ces questions que vous pouvez vous poser, il y a peut-être la question aussi, justement, de se dire quels sont les mots qui vont ressortir. Donc, dans l'appel, vous pouvez aller sur les sites internet de l'association qui va diffuser un appel, de regarder un petit peu tout ce qui va revenir. Complètement. Ensuite, quel est leur positionnement dans les différents écosystèmes artistiques? Est-ce que c'est porté par des associations d'artistes eux-mêmes?
Ou alors, est-ce que c'est porté par des commissaires d'exposition? Est-ce que c'est porté par des entrepreneurs amoureux de l'art qui vont proposer des bourses, etc., etc. Donc ça, c'est très important d'aller regarder très précisément les sites, les appels à candidature, de les décrypter. C'est un petit... Oui, vas-y. Pour donner un exemple, si vous avez un appel à projet sur des notions d'écologie, il faut vraiment mettre en jeu justement ces positionnements écologiques. Et donc là, pour le coup, il faut positionner votre projet presque à un niveau politique parfois, même si c'est difficile quand on fait des peintures, par exemple, je ne sais pas, de bord de mer ou ce genre de choses, mais il faut aussi avoir en tête de vrais enjeux qui permettent de faire avancer, on va dire, le schmilblick politiquement sur ces questions-là. Donc là, je prends un exemple. Dernièrement, j'ai vu un appel à projet et puis j'ai vu un projet sur la pollution lumineuse dont on est tous victimes, c'est-à-dire que plutôt la faune est victime de la pollution lumineuse. Et en fait, c'est un enjeu très précis, donc c'est un point d'ancrage. Il ne faut pas oublier ce point d'ancrage pour justement écrire votre projet. Ça, justement, pour tout ça, je vous propose un exemple avec, peut-être que les personnes qui habitent en Île-de-France connaissent, le centre TINEWS, Centre d'art contemporain, adossé et financé géré par la ville de Montreuil. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est un simple copier-coller de ce qui est dans l'appel à candidature. Donc, c'est un appel à candidature annuel qui s'est terminé il y a quelques semaines. J'ai mis en gras justement certains mots, certains mots-clés, sur lesquels, en effet, ce sont des mots que vous allez pouvoir reprendre dans votre note d'intention, mais également des mots qui vont permettre de construire votre projet. Donc déjà, juste dans la phrase introductive, le Centre TINEWS d'art contemporain soutient la création contemporaine et les émergences artistiques dans le domaine des arts visuels. Ici, vous avez un positionnement, celui qui est de la création contemporaine, une orientation en termes de public artistique, donc principalement des artistes émergents, principalement jeunes, et également uniquement dans le domaine des arts visuels. Donc là, déjà, il y a 3 grosses orientations qui vous disent « Est-ce que je suis en capacité de répondre à cet appel ?» Ensuite, on a les missions. Là, j'ai pris dans le PDF de l'appel à projet, donc c'est les missions de la résidence. Accompagner la production d'œuvres contemporaines et leur monstration, quelque chose du coup là qui est très important parce que ça veut dire que, en effet, c'est une résidence où vous allez produire des œuvres, mais c'est une résidence qui va donner lieu à une restitution. Et donc, la restitution, l'exposition finale, il va falloir également la penser dans votre note d'intention. Je te coupe, désolée. Je reviens justement sur le terme que tu as mis en gras, les émergences artistiques. En fait, on ne considère pas qu'une émergence artistique est forcément un jeune qui sort d'une école d'art. En fait, ces structures-là en fait, font pas forcément du jeunisme, contrairement à ce qu'on croit. Les émergences aussi, ça peut être vous pouvez avoir fait une carrière bien avant et faire maintenant de l'art contemporain. Il n'y a pas de règle en fait, si ce n'est la qualité du travail. À un moment, il n'y a que le travail qui compte justement. Et donc, le mot émergence artistique est un peu galvaudé dans le sens où on n'a pas non plus de volonté, là, pour le coup, de mettre en phase des jeunes artistes. Non, ils mettraient vraiment jeunes artistes qui sortent d'une école. Mais là, il ne faut pas non plus trop prendre les choses justement du mauvais côté, pardon. Bien sûr. Généralement, de toute façon, c'est marqué dans les conditions, en plus en bas, profil accepté, une condition d'âge, une condition d'école, c'est plus précisé aussi en dessous. Ensuite, il peut y avoir marqué « Encourager la rencontre des œuvres, des artistes et des publics ». Là, on a déjà
en deux lignes, on a la deuxième mention de public qui est renforcée par la suite, tout en bas, notamment en direction du jeune public. Donc là, c'est vraiment une orientation forte qui est faite par le Centre Tinius et par la ville de Montreuil, d'apporter toute cette création-là auprès d'un public très spécifique. Et là, en l'occurrence, justement, il se peut qu'ils demandent des rencontres ou des ateliers auprès des jeunes publics, donc il faut être prêt aussi à faire ça. Moi, j'ai rencontré des artistes qui n'étaient pas du tout enclins à travailler avec des jeunes publics parce que c'était pas du tout leur truc, etc. Donc, il faut aussi penser ça dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'aller vers un jeune public et comment dire, d'orienter son discours aussi au jeune public. Parce que parfois, on fait des choses peut-être compliquées et il faut pouvoir s'adapter. Donc, c'est une phase d'adaptation là qui demande. Et ça va permettre aussi de tirer des fils, c'est-à-dire quand ils parlent de jeunes publics, si on va un petit peu plus loin que ce simple appel, je sais qu'ils ont aussi des propositions auprès des très jeunes publics, c'est-à-dire des jeunes enfants en crèche. Ça rentre dans un dispositif plus large qui s'appelle l'éveil artistique et culturel. Donc, lorsqu'on tire un petit peu ce fil-là, on se rend compte que sur l'éveil artistique et culturel, qui est un programme mis en place par le ministère de la Culture, il y a aussi toute une sémantique qui va avec. Et donc, dans le contexte, le fait de se dire, j'ai compris que ce jeune public-là, ça pouvait aussi être un public de très jeunes enfants, et donc, en plus de reprendre une sémantique de l'appel à projet, je recontextualise par rapport à un projet beaucoup plus grand qui émane du ministère de la Culture, ça permet de montrer qu'on est en conscience et en connaissance de ce que peut vouloir dire jeune public dans ce cadre-là. Oui, et je rebondis parce que c'est pareil, attention, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quand même des médiateurs et des médiatrices spécialisés dans le jeune public. Donc, eux vont proposer aussi des outils adaptés en fonction de votre projet. Donc, il s'agit, vous, d'écrire justement un projet qui soit adaptable, encore une fois, adaptable à plusieurs situations. De manière à ce que les métiers autour, c'est-à-dire les médiateurs notamment, médiatrices, puissent faire leur travail derrière. Exactement. Ensuite, donc quelque chose d'autre pour recontextualiser, depuis son ouverture en 2013, cette information, elle permet juste de vous dire, OK, ça fait 12 ans que le centre existe, est-ce que je ne pourrais pas les regarder? Et c'est un petit peu la slide suivante. Depuis quand ils organisent des résidences? Là, ils parlent de résidences de création et d'expérimentation. Est-ce qu'ils ont toujours fonctionné sur ce type-là de résidence? Quels sont les autres artistes qui sont passés par là? Ça vous permet aussi de vous plonger un petit peu dans l'histoire du lieu et donc de proposer aussi une note d'intention et un projet qui va pleinement aller dans l'histoire de la structure qui peut vous accueillir. Un point là-dessus très important, je sais qu'on l'a déjà abordé, c'est, et Mathilde, tu tiens beaucoup à ça, c'est ne pas se tromper entre une résidence, là on parle vraiment de résidence de création ou une résidence de recherche. Oui, en effet, ce sont deux choses différentes. La résidence de recherche va laisser un peu plus de liberté et d'errance, on va dire, au niveau de la pensée. Mais il existe aussi des résidences de création bien précises. En l'occurrence, je pense à une résidence du Centre national d'études spatiales. Je ne sais pas si vous voyez passer les annonces régulièrement, mais là, dernièrement, il y en a eu une sur un thème bien précis qui était la mélancolie de l'espace. Et là, il y avait une obligation de résultat. Donc, il faut bien différencier les résidences de recherche pures et les résidences avec obligation de résultat. En l'occurrence, celle du CNES dont je vous parle, il y avait une acquisition du FRAC derrière des abattoirs de Toulouse. Donc, il s'agissait quand même de construire une pièce et en 2 mois. Et il fallait que ce soit très pertinent, bien évidemment, avec le thème qui était mélancolie de l'espace. Donc, tout devait être pensé, presque maquetté, en tout cas schématisé au moins. Donc, parfois, il y a des notes d'intention qu'on accompagne de schémas et de maquettes. Ce qui n'est pas le cas de résidence de recherche.
les résidences de recherche sont beaucoup plus libres et vous permettent en fait d'amorcer une nouveauté dans votre travail. Ensuite, quand l'on poursuit, il y a une notion assez intéressante. Donc, si on va sur le paragraphe suivant, un projet en lien avec le territoire. Donc là, c'est sur la ville de Montreuil. Donc, c'est important aussi de comprendre, si on habite sur Montreuil, c'est génial. Si on n'habite pas dans cette ville-là, de comprendre comment fonctionne cette ville, quelle est l'offre culturelle, etc. Et il y a une notion assez intéressante aussi, située à un moment charnière de la carrière artistique. Là, c'est aussi pouvoir expliquer pourquoi ce projet, pourquoi cette résidence va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. C'est ça. Dans votre démarche. Et ce n'est pas juste dire bon, j'ai besoin de là pour aller à l'étape suivante, oui, mais d'arriver à identifier justement qu'est-ce que ça va vous permettre, quelle est cette étape suivante-là. C'est ça. C'est tout à fait ça parce que une résidence de recherche d'expérimentation permet d'amener vraiment quelque chose de supplémentaire à une pratique déjà établie. Donc, si vous avez, je ne sais pas, une pratique de peinture où vous faites la même chose sur le même format depuis quelques années, mais que vous avez envie de passer au très grand format, au format fresque, ou de passer à la sculpture, ou de passer à l'installation, c'est le moment en fait de candidater sur la base de votre travail, sur ce genre de résidence qui vont vous permettre de passer une étape. Et c'est ça qu'on appelle un moment charnière. C'est-à-dire un moment charnière, c'est passer une étape dans son travail, et ça peut, enfin, pas une étape de carrière, mais une étape de travail. Et une étape de travail, en fait, c'est comment on distingue par rapport à son médium avec lequel on est confortable depuis un bout de temps, comment on va passer, on va prendre un risque. Et en fait, ce risque-là, eux, ils mettent des billes dessus. C'est ça. Ces centres d'art-là sont amenés à, comme des financeurs pour des entreprises, sont amenés à mettre des billes en fait sur le risque que vous allez prendre dans votre carrière artistique par rapport à votre médium de prédilection et par rapport au tournant que ça va impliquer dans votre travail. Et il y a aussi quelque chose dans un circuit qui peut être pensé. Par exemple, si on fait résidence de recherche, résidence de production, vous pouvez très bien avoir réalisé une résidence de recherche et par la suite postuler à des résidences de production de manière à vraiment mettre en forme tout le travail de recherche qui a été mis en avant, qui a été mis en place auparavant. Si vous avez eu une bourse de recherche, dire bon, mais voilà, j'ai eu une bourse de recherche qui m'a permis d'explorer un certain nombre de pistes. Maintenant, cette résidence de production va me permettre de mettre tout cela en forme. Et c'est donc ce qu'il faut faire apparaître dans la note d'intention. Oui, complètement. Ouais. Et également, deux autres choses. Je vous le disais un petit peu avant. Là, bon, je vous ai juste mis encore une fois un copier-coller des différents artistes, mais allez regarder le travail d'autres artistes. Souvent, quelque chose qui est une recherche que je vous conseille de faire, si on prend le premier artiste, Raphaël Sidbon, n'hésitez pas, vous tapez le prénom et le nom de l'artiste juste sur votre moteur de recherche avec PDF, vous allez tomber sur des notes d'intention qu'il a pu écrire, sur des textes critiques qui ont été produits, sur des textes de rendu de résidence. Enfin, il y a tout un contenu. Donc vraiment, vous tapez le prénom, le nom avec PDF, vous allez avoir un certain nombre de documents qui vont ressortir. Et donc, ça peut vous aider aussi à regarder comment les autres personnes écrivent. Oui, et puis c'est très utile d'aller voir sur, par exemple, un concours ou un appel à projet, d'aller voir quel projet et je pense notamment au prix Cole. Le prix Cole qui est un prix assez connu en art et écologie international. Il est bon d'aller voir en fait les projets qui ont été retenus auparavant, sur quelle base. Et c'est là où en fait on se dit il faut vraiment justement mettre le paquet sur ce point d'ancrage. Et ça permet d'avoir une vraie idée en fait de ce qui a été pris. Il ne faut pas vous décourager par rapport à ça. Néanmoins, d'ailleurs, je vois Christina Solomouka, je la connais bien, dans les artistes accueillis en résidence.
Et il ne faut pas vous mettre la pression. Il faut vous dire que justement, encore une fois, tous ces appels à projets-là, même si vous ne l'avez pas au final, c'est quand même un dossier qui tourne. Et donc, voilà, mon discours, c'est un peu ça. Il faut diffuser. C'est le meilleur moyen de diffuser votre travail auprès des professionnels que de répondre à des appels à projets. Mais encore faut-il essayer de rentrer dans les clous quand même au mieux, sans le faire par-dessus la jambe. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien compris comment fonctionnait l'appel à projet, on peut continuer dans ce travail préparatoire à penser son projet. Une chose qui est importante, Mathilde l'a dit, bon, déjà, c'est de ne pas trop s'éloigner de sa démarche. Ça ne va pas être de construire un projet à chaque fois pour répondre à un besoin. Et donc là, la question qui va être, c'est à travers votre démarche et en tirant un fil sur le projet, quelle problématique ce projet explore-t-il ou questionne-t-il? Encore une fois, les questions que vous allez voir sur les 3 slides suivantes, lorsque vous écrivez une note d'intention, avant de passer à l'étape d'écriture, posez-vous vraiment ces questions. Et on en a discuté tout à l'heure sur la question de la problématique. Tu voulais ajouter certaines choses du coup? Sur la problématique de travail, en effet, je parle encore du point d'ancrage, mais il faut que ça émane de votre propre travail. Vous ne pouvez pas sortir quelque chose du chapeau comme ça en vous disant il y a un appel art et écologie, puis moi je travaille sur, je ne sais pas moi, sur complètement autre chose. Mais je vais quand même le faire, mais tant pis si ça ne rentre pas exactement. Il faut quand même trouver justement ce point de jonction entre votre travail et l'appel à projet. Donc ça, c'est la problématique. Et souvent, on pose une problématique, mais comme on la pose en recherche, moi qui viens de la recherche, c'est ça. C'est-à-dire qu'on la pose sous forme de questions. Alors, je vous ramène à vos études bac, post-bac, comment on fait une disserte. Mais comment on fait une disserte? En fait, on pose une problématique, on pose des questions, un certain nombre de questions. Et comme vous êtes tous artistes-chercheurs, parce qu'aujourd'hui, on dit artiste-chercheur aussi, en art visuel, c'est-à-dire que vous posez des questions et vous allez apporter des réponses plastiques. Et donc, il faut identifier tous les appels à projets comme des problématiques de recherche. C'est-à-dire que dans une problématique de recherche, vous allez le contextualiser. Vous allez vous dire, voilà, je vis en 2025, il y a tel contexte, aujourd'hui il y a des guerres, aujourd'hui il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes de migration, il y a une tonne de problématiques que vous pouvez trouver. Et vous ne pouvez pas décontextualiser votre travail en vous disant, moi en fait, je travaille juste sur la matière. Voilà, la matière, elle a un sens. La matière, elle a un sens aujourd'hui en 2025, elle n'avait pas en 1925. Et du coup, c'est ça, contextualiser un projet, c'est poser une problématique de recherche. Et cette problématique-là, elle va vous donner aussi une ligne à suivre pour pouvoir poser un projet bien précis. Exactement. Donc là, c'est un petit peu 3 séries de questions qui vont vous permettre de poser ce cadre-là. Donc, quelle problématique ce projet explore-t-il ou questionne-t-il? Ensuite, vous pouvez poser la question de comment s'intègre-t-il dans votre démarche artistique, dans votre démarche professionnelle également. Et ensuite, comment et en quoi ce projet va-t-il s'inscrire dans le cadre de cet appel? Ça, c'est on va dire la première partie. La deuxième partie, ça va être comment est-ce que vous allez le développer? Donc, par quel processus? Là, je parle bien sur la partie production. Oui, c'est lorsque c'est vraiment un appel à projet avec obligation de résultat, parce que les moyens techniques, on n'est pas obligé de les mettre en œuvre s'il n'y a pas d'obligation de résultat. Vous n'êtes pas obligé de… Alors, en revanche, vous pouvez avoir un médium de prédilection quand même. Et j'enchaîne par quel dispositif de monstration, de diffusion, c'est pareil. Si c'est pas en obligation de résultat, vous n'êtes pas obligé de penser l'exposition derrière. Ni la relation avec le public, en revanche, si. Je te laisse continuer. Oui, justement, sur la relation avec le public, quand on prend l'exemple un petit peu qu'on a vu sur le centre T-News, là, c'était clairement indiqué, il y a
une restitution et il y a une importance du centre Tignos au lien qui sera fait avec le public. Ouais, donc, en fait, c'est ouais. important de dire comment vos œuvres vont être reçues, quel dispositif justement de médiation vous pouvez mettre en place. Encore une fois, il y a des médiateurs derrière qui sont censés aussi mettre en place des outils. Mais cela dit, vous pouvez penser des ateliers déjà avec le public, envers le jeune public. Enfin, en tout cas, il faut que votre projet il soit adaptable. Il ne faut pas que vous ayez 14 projets qui soient adaptés à chaque forme de résidence. Il faut que vous ayez un projet fort qui émane de votre travail et qui soit adaptable en fait à chaque situation. Et il y a des leviers en fait qui sont adaptables. Bon, c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement, justement, c'est parce qu'on identifie, moi, Pierrick et toute l'équipe, les leviers justement dans votre travail qui sont adaptables. Mais du coup, il faut vraiment que ça, ce soit hyper calé quoi, dans votre travail. Ça va être pour le lien avec le public, mais il n'y a pas que le public qui va dans. Si on prend l'exemple d'une résidence ou d'un projet, parfois, il va y avoir des résidences où il est directement marqué que ça va être dans des ateliers partagés, par exemple. Donc, en fait, il va y avoir une relation quotidienne avec d'autres artistes. Et le but des personnes qui proposent ce genre de projet, c'est de se dire comment, certes, chaque artiste va pouvoir créer individuellement, mais comment collectivement, on va pouvoir aussi être amené à avoir un nouveau résultat. Donc là, typiquement, quand vous voyez qu'il y a des ateliers partagés, ce qu'on va indirectement attendre de vous, c'est quelle est votre capacité à présenter, vous mélanger, interagir avec les autres artistes. Et donc Oui. ça peut être des mentions à mettre en avant dans une note d'intention. Si vous dites, moi, ce que je veux, c'est venir être un petit peu renfermé sur moi-même pour créer, être dans ma bulle, et que l'appel à projet, c'est pour un atelier partagé où c'est bien spécifié qu'il y aura 5, 6, 7 artistes, ça peut ne pas passer lorsque le jury regarde ça. D'ailleurs, c'est très très rare les appels à projets qui vous proposent d'être dans votre bulle. En l'occurrence, souvent, on demande une ouverture vers le public parce que les politiques publiques, ce qu'elles veulent aussi, c'est ouvrir les moyens artistiques au public, mais aussi aux autres artistes parce que ce sont des porosités en fait qui peuvent se mettre en place. Et en l'occurrence, alors c'est pour ça que parfois, lorsque vous êtes recalé sur un appel à résidence, notamment, et que vous vous dites ah mince mon projet est pas bon, c'est pas forcément que votre projet est pas bon, c'est qu'en fait vous matchez pas avec les autres et votre travail ne matche pas avec ceux qu'ils ont déjà choisi. Donc faut pas vous dire que votre projet est pas bon. En revanche, justement, il faut le reproposer. Derrière, il faut pas hésiter à proposer plusieurs fois et plusieurs années d'affilée le même projet. Parce qu'au bout d'un moment, ça passe. Ça passe parce qu'ils ont choisi d'autres résidents aussi. Quand il y a, je sais pas, une résidence où il y a 5 artistes en même temps, il se peut que sur une année, vous soyez choisi parce que la thématique, vous rentrez dedans. Voilà. Oui, puis les jurys vont changer aussi, quoi. Oui, les jurys changent et voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Si votre projet, vous y croyez, en fait, il faut porter comme un projet d'entreprise, un projet artistique que vous avez envie de mettre en œuvre et vous avez besoin de moyens. Et il ne faut pas en avoir 14. Personne n'a 14 projets d'entreprise. Vous, c'est pareil. En tant qu'artiste, vous devez avoir un beau projet que vous voulez porter. Et il ne faut pas essayer de vous adapter. Il ne faut pas essayer de rentrer dans la chaussure de Cendrillon. La dernière partie pour ce travail préparatoire, c'est aussi comment se projeter. On l'a déjà abordé. Mais c'est en fait ce projet, une fois qu'il est là, une fois que votre recherche un petit peu s'envisage, se termine, comment, une fois que les œuvres sont créées, comment on voit la suite. Donc, on parlait tout à l'heure de quel impact ça peut avoir justement sur la vie de votre œuvre, sur la vie de l'ensemble de votre démarche. Donc, aller un petit peu plus loin, vraiment en guise quasiment d'ouverture, ne pas juste s'arrêter au moment de la résidence. Une fois que vous avez fait ce travail-là, que vous avez répondu à l'ensemble de ces questions, en fait, on peut commencer le travail d'écriture. Voici un plan que l'on vous propose. Ouais. La première chose, vraiment en guise d'introduction, résumé de projet. Ouais.
Alors ça, c'est super important parce qu'il faut savoir que, tous les dossiers et parfois il y a 400 dossiers, hein, sur un appel à projet, résidence, bourse et cetera. Quand on est jury, en fait, il faut savoir que c'est vidéo projeté. Donc si c'est vidéo projeté, déjà, je vous conseille le format paysage et pas le format portrait parce que le format portrait, le problème, c'est que c'est coupé quand on le fait défiler. Ensuite, sur, cette introduction, il faut un résumé de projet en gras parce que, parfois, quand on a lu, je sais pas, sur une matinée, 40, notes d'intention différentes sur des boulots complètement différents, on commence à fatiguer et du coup, un résumé de projet de 2-3 lignes, c'est super intéressant parce que ça nous permet de gagner du temps. Ensuite, reprendre un petit peu tout le cadre, la contextualisation. Donc, ce qui va être lié à votre démarche, ce qui va être lié au lieu qui va vous financer, vous recevoir. Ensuite, vraiment, quel est le projet? Alors, si c'est de la création, si c'est de la recherche, regardez un petit peu, voilà, comment vous allez déployer tout ça. Ensuite, une partie plus ouverture, perspective. Vraiment, on va se projeter sur la suite de l'appel, sur justement sur les procédés que vous allez utiliser pour la monstration, pour le lien avec le public. Peut-être pour la suite. Si vous avez si vous candidatez pour une bourse de recherche, peut-être aussi vous dire, mais en fait, cette bourse de recherche-là, je suis en train de l'obtenir parce que je souhaite aussi la mettre en place en résidence. Et donc dire que vous candidatez à cette bourse de recherche parce que vous avez aussi cette résidence par la suite. J'insiste justement sur, une note d'intention pour, moi, ça doit faire une page. Une page, A4, c'est bien, max et puis pas en tout petit. C'est pas la peine de raconter, en effet, alors il faut pas d'éléments biographiques dedans, alors à moins que ce soit vraiment pertinent et que vous soyez issu d'un contexte très particulier et que du coup, ça éclaire complètement le projet. Donc là, oui. Mais sinon, pas d'éléments biographiques. Vraiment, on est sur le travail. Et quelques mots en gras aussi permettent pour un jury qui lit de loin, quand je vous disais ces vidéos projetées, c'est vrai, il faut que mon œil, par exemple, sur une note d'intention, puisse recontextualiser complètement le projet, réécrire le projet, rien qu'avec les mots, si je lis juste les mots en gras. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de répétition sur les mots en gras. Il faut vraiment être hyper clair, hyper concis, parce qu'un jury, il faut partir du principe qu'il est fatigué. Voilà. Aussi. Et ensuite, du coup, alors, dernière ligne, j'ai mis 2 lignes, c'est quasi logique, mais une petite formule de politesse qui va permettre de clore un petit peu cette note d'intention. Alors, je vois Caroline, donc, mais quand même nom, prénom, pas de CV, bio du tout. Là, la note d'intention, ce n'est pas le seul document qui va être envoyé. La note d'intention, elle va se retrouver dans un dossier global, dans lequel il y aura une page avec votre biographie, une page avec votre démarche artistique, une page avec votre CV et une page avec les éléments de contact. Donc des liens vers un site internet, un lien vers un compte Instagram, YouTube, etc. Donc là, c'est juste la note d'intention, ne pas forcément faire de redites sur ce qui sera lu avant ou après. C'est ça. Pour vraiment finir, quelques petits conseils un petit peu plus précis. Donc, bien évidemment, une introduction claire et aussi personnalisée. Dites-vous que la note d'intention, Mathilde parlait tout à l'heure de rédaction universitaire, etc. Ce sont les premiers mots qui vont être lus par le jury. Donc, c'est quasiment la chose qu'il faut, pas le plus travailler, bien évidemment, mais où il faut quand même passer du temps. Il faut accrocher le jury. Il faut que le jury se dise, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant, on va aller creuser. Ensuite, le fait de comprendre le cadre du lieu, faire dialoguer le lieu et votre projet. Donc, comment ça s'inscrit, ne pas hésiter en effet à aller regarder, je sais que sur certains appels à candidature où ça va se passer dans
dans un bâtiment historique, faire des liens avec l'origine du bâtiment, etc., etc. Mmh. Ouvrir sur d'autres acteurs, donc artistes, publics sur le territoire en général. Et ça peut être des scientifiques du coin, ça peut être, je sais pas, la LPO si vous avez un projet sur les oiseaux, enfin, ça peut être vraiment des acteurs du territoire qui vont vous servir. Et il faut se dire une chose, lorsque vous faites une écriture de projet, une note d'intention, il faut que ce soit une évidence pour le jury et que le jury se dise: «Ah ben oui, forcément, il faut que ce projet soit fait ici et pas ailleurs». Donc c'est encore une fois, une contextualisation totale et une évidence. Exactement. Et ensuite, alors comme le disait Mathilde, mettez des mots en gras dans votre note d'intention. Faites ressortir, alors sans forcément, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, sans forcément qu'il y ait le même mot qui Non. soit toujours en gras, Oui, mais non. quelques éléments qui vont pouvoir accrocher. Lorsque des jurys, justement, lorsqu'on va regarder tout ça, on va aussi zigzaguer dans un premier temps dans le texte. On va aller avoir une première lecture très rapide pour aller chercher des éléments de langage, pour aller chercher des éléments que l'on attend. Et donc, si ces éléments-là nous sont amenés assez rapidement, qu'on se dit, ah oui, l'artiste a pris le temps de les mettre en avant, je fais ma deuxième lecture et à ce moment-là, je vais lire le texte. Et attention, j'insiste sur les mots et pas sur les phrases en entier. Comme le travail que je vous ai proposé, l'exemple que je vous ai proposé avec le centre Signou, c'est vraiment quelques mots, expressions que l'on a réutilisées. Ensuite, bien évidemment, soyez concis et synthétique. Évitez les longueurs, les redites. Alors déjà, avec le petit plan que je vous ai proposé et quelques lignes plus que vous a dit Mathilde sur pas plus d'une page, déjà, ça vous oblige un petit peu à condenser. Donc vraiment pas, on ne s'étale pas. Et ensuite, quelque chose d'extrêmement important, hiérarchiser les idées. Ça arrive souvent, moi, quand je lis des notes d'intention, qu'on voit des idées qui sont au début, qui reviennent un peu au milieu, puis qui sont un peu plus détaillées à la fin, où du coup, on se perd à la lecture. Donc, je veux dire, j'ai une idée, je la développe, je m'arrête là, je vais passer à l'idée suivante. Et ça permet de créer de la cohérence à votre texte. C'est ça. Voilà pour ces petits conseils. Mathilde, quelque chose à rajouter ou peut-être Non, pour conclure, en tout cas, comme je le disais, n'hésitez pas à quand même vous entraîner et puis à le faire concrètement, à postuler. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, comme on dit. Donc, il ne faut pas hésiter à continuer à essayer, en fait, même si, entre guillemets, vous prenez les râteaux, en fait, les râteaux, c'est pas grave parce que, je vous dis encore une fois, c'est presque une opération de com gratos que vous faites sur votre boulot. Donc, n'hésitez pas à postuler, quoi. Oui, puis en plus, ça peut vous permettre aussi par la suite, ce n'est pas forcément le sujet de ce soir, mais on en a déjà parlé avec les commissaires d'exposition, etc. Lorsqu'on a un jury, une personne, alors individuellement, parfois on a des jurys où il y a 5 personnes, il y en a 2 qui vont défendre votre travail, les 3 autres non, donc votre dossier ne passe pas, mais les 2 qui ont apprécié votre travail, ce n'est pas impossible qu'ils puissent penser à vous par la suite, que vous puissiez vous-même les re-rencontrer sur une biennale, sur une exposition et dire « Ah, ben j'avais candidaté à cet appel dont vous étiez… » Et moi-même, ça m'est arrivé, hein, pour vous dire concrètement, j'ai été jury sur des étudiants de la TALM, Touranger-Le Mans, l'école d'art. Et puis, je me souviens justement d'un artiste, d'un très jeune artiste qui sortait. Et en fait, je l'ai rappelé pour un projet il n'y a pas longtemps, parce que j'ai pensé à lui, parce que j'ai vu son travail, parce qu'il avait posé son dossier, etc. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais bon, pas être complètement à côté de la plaque, mais en tout cas, voilà, faire, c'est en faisant qu'on devient en fait quelqu'un à un moment donné, qu'on est identifié. L'identification, c'est la meilleure manière comment dire, de faire perdurer son travail, quoi. Exactement. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Ouais, bonne soirée à vous et puis merci de nous avoir suivis et à bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.